Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour cette troisième émission sur les séries de Fourier, où je vais te parler de l'idée d'approximation des séries de Fourier, justement. On va considérer A, un réel strictement positif, qui va être notre période, ainsi qu'une fonction de R dans C, de période A. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ma fonction f, c'est un polynôme trigonométrique? Sauf qu'en fait, un polynôme trigonométrique, c'est forcément une fonction qui est de classe C infini, et une fonction périodique n'est pas forcément de classe C infini. Donc par exemple, si je prends cette fonction-là, la fonction créneau, ou signal carré, eh bien c'est juste une fonction qui est continue par morceaux, et donc ce n'est pas un polynôme trigonométrique. Alors à défaut, on peut essayer de changer de question. On peut se demander si la fonction f peut être approximée grâce à une suite de polynômes trigonométriques, et si oui, quel sens donner au mot approximation? Alors on peut revenir un tout petit peu en arrière, puisque je t'avais balancé un théorème sans démonstration, c'était un tableau pour comprendre numéro 31, où je disais que si f est continu, alors c'est bien le cas, on peut l'approximer grâce à une suite de polynômes trigonométriques, et on parle alors de convergence uniforme. Et donc ça c'était le théorème de Weierstrass trigonométrique, qui s'appuyait, dont la façon dont je le présente, sur le théorème de Fégère, qui lui-même s'appuie sur la théorie des séries de Fourier. Mais en réalité ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, parce que ce n'est pas ce qui vient en premier. Aujourd'hui, je vais te présenter une idée plus simple. On va considérer l'ensemble des fonctions de R dans C qui sont continues par morceaux et de période A. Alors dans le cadre général des séries de Fourier que je ne traite pas ici, on va plutôt parler de l'espace L2, mais pour parler de cet espace-là, j'aurai besoin de l'intégrale de Lebesgue, et en théorie, dans les 2 premières années dans le supérieur, on ne dispose pas de cette intégrale. Alors je me contenterai ici des fonctions continues par morceaux. Ce qu'on peut remarquer, c'est que cet ensemble-là, c'est un espace vectoriel sur C, et on peut le munir d'un produit scalaire, en considérant l'application qui a un couple de fonctions continues par morceaux et périodiques de période A, associe l'intégrale de 0 à A de f g bar. Et donc c'est exactement la même formule que dans l'émission précédente. Et je vais noter comme ceci la norme associée à ce produit scalaire-là. Alors revenons à notre fonction. Je vais prendre une fonction qui va être continue par morceaux de période A, donc c'est un cadre un peu moins général que de prendre juste une fonction périodique, comme j'avais proposé au tout début, et je vais considérer un antinaturel grand N. Et mon but, en fait, ça va être de minimiser la norme de la différence entre f et un polynôme trigonométrique de degré O plus n, où, du coup, les xn, c'est une famille de nombres complexes. Pourquoi je me pose cette question? Au début, je me demandais si f pouvait être un polynôme trigonométrique, et on avait répondu que non, parce que les fonctions qui étaient périodiques n'étaient pas forcément lisses. Mais à défaut, on peut se demander à quel point cette fonction, par exemple celle que j'ai tracée juste au-dessus, est éloignée d'un polynôme trigonométrique. Et quand j'emploie le mot éloigné, en fait je parle ici de distance, et la distance c'est celle qui est induite par la norme, issue du produit scalaire qu'on a mis ici. Donc c'est pour ça qu'en fait, ici je suis en train de regarder la distance entre ma fonction et l'espace vectoriel des polynômes trigonométriques de degré O plus n. Donc en fait, on peut l'illustrer géométriquement, alors c'est un dessin qui n'est pas représentatif exactement de ce qui se passe, mais du moins on peut en tirer une intuition très forte, c'est que par exemple, on peut représenter l'ensemble des polynômes trigonométriques de degré O plus n comme une droite, f comme un point qui n'est pas sur cette droite, puisque f, la fonction que j'ai dessinée juste au-dessus, n'est pas un polynôme trigonométrique, et si je prends un polynôme trigonométrique p, qui est sur cette droite, eh bien la distance, ça va être la norme de f moins p. Et donc nous on se demande quel p choisir de manière à minimiser cette distance. Eh bien très naturellement, j'ai envie de choisir la projection orthogonale de f sur Tn. Alors ça répondrait directement à la question, et ça te donnerait directement la formule pour Fn. Maintenant je vais te proposer une approche beaucoup plus élémentaire. Je vais prendre un polynôme p, donc qui va s'écrire comme la somme des xn en, et je vais calculer la norme de f moins p au carré. Alors si je développe cette norme, en me rappelant qu'ici j'ai affaire à un produit scalaire complexe, je vais dire que ça vaut la norme de f au carré, moins 2 fois la partie réelle de f scalaire p, plus la norme de p au carré. Maintenant la bonne nouvelle, c'est que les 2 derniers termes, on peut réussir à les simplifier. D'une part, la partie réelle du produit scalaire de f et p, eh bien je peux dire que c'est le produit scalaire de f et de la somme des xn en, et maintenant par sesquilinéarité, ça va me donner la somme des xn bar, produit scalaire de f contre en. Donc voilà pour ce terme-là. Et pour la norme de p au carré, eh bien la norme d'un polynôme trigonométrique au carré, eh bien on l'a déjà calculé dans une émission précédente, c'était grâce à l'égalité de Parseval, et ça donnait finalement a fois la somme des modules de xn au carré.
Donc je vais effacer ces petits calculs-là et remplacer les deux derniers termes par ce qu'on vient de trouver, et ça me donne cette égalité-là. Maintenant, je peux me demander qu'est-ce que j'essayais de faire. J'essayais de faire en sorte de choisir les xn de telle manière à ce que cette quantité-là soit minimale. Le problème, c'est que xn, il est à deux endroits. Un coup multiplié par un nombre potentiellement négatif, et un coup multiplié par un nombre positif. Donc je sais pas vraiment ce qu'il faut que je choisisse comme xn. Et donc ça me rappelle des problèmes de minimisation à l'ancienne, donc si tu fais un peu de fonction à plusieurs variables, tu vas retrouver cette idée très générale que quand t'as aucun outil d'étude, tu vas souvent te ramener à essayer de faire apparaître un carré. Et donc mon idée, c'est de reconnaître ici le début d'un carré, puisque je vois module de xn au carré, et de l'autre côté je vois moins 2 xn bar. Donc on va essayer de faire ça. Ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais factoriser les deux derniers termes par a. Et ça va me donner cette expression-là. Maintenant, le produit scalaire de f contre en divisé par a, pour simplifier, je vais noter ça cn. Et donc ici, je peux reconnaître le début d'un carré, puisqu'en fait, je peux écrire que cette expression-là, eh bien, elle vaut la norme de f au carré, plus a fois la somme du module de xn moins cn au carré. Donc là, ça me donne bien les deux termes du dessus, mais il y aurait un terme en trop, et ce terme en trop, je vais le retrancher, ça serait le carré du module de cn. Et là, je peux regarder à nouveau mon objectif. Mon but, c'était de faire en sorte que cette expression soit la plus petite possible. Sauf que maintenant, je sais très bien ce qu'il faut que je fasse, puisque en fait, a est strictement positif, donc j'ai la norme de f au carré, qui est positive, plus une somme de termes qui est multipliée par un nombre strictement positif. Eh bien, la seule chose que je peux faire pour minimiser ça, c'est de faire en sorte que xn soit égal à cn, quel que soit petit n compris entre moins grand n et grand n. Comme ça, tous ces carrés-là seront nuls, et il me restera uniquement la somme des moins modules de cn au carré. Donc si je récapitule, ce que ça me donne finalement, c'est que le projeté orthogonal de f sur tn, qu'on avait dessiné en haut, c'est fn qui vaut la somme de n égale moins grand n à grand n, du produit scalaire de f et en sur a fois en. Où je rappelle dans l'émission précédente que en, c'était l'application qui a un nombre réel t associé exponentielle de deuxième pi t sur a. Donc en fait c'est lui, le polynôme trigonométrique de degré inférieur ou égal à grand n, qui s'approche le plus de ma fonction f. Alors tu peux te demander, graphiquement, sur ma fonction créneau, qu'est-ce que ça donne? Eh bien en fait, si je prends grand n égale 1, ça donne cette fonction-là. Alors ça ressemble un peu à un créneau, mais faut quand même avoir un peu d'imagination. Maintenant, si je prends grand n égale 3, là d'un seul coup, ça se rapproche un peu plus du créneau. Et puis si je prends grand n égale 5, ça donne ceci. Et si je prends grand n égale 7, ça donne ceci. Et donc en fait, on voit de mieux en mieux ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va osciller de plus en plus rapidement et de plus en plus faiblement là où la fonction est constante, et quand il y a un saut, eh bien on va descendre de plus en plus verticalement. Et voilà qui termine cette émission. La prochaine fois, on verra ce que c'est vraiment une série de Fourier, et on parlera justement, on essaiera de comparer cette idée, parce que là j'ai une convergence au sens de la norme associée au produit scalaire. Mais tout à l'heure, on avait parlé de convergence uniforme, on peut parler de convergence simple, donc on se demande, toutes ces convergences-là, est-ce qu'elles ont un rapport, et concrètement, qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc une question que tu peux te poser, ici, c'est est-ce qu'on peut avoir convergence uniforme de ma suite de polynômes trigonométriques vers ma fonction créneau? Je te mettrai la réponse dans la description. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.